Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à toutes et à tous, merci de nous faire confiance. Bienvenue dans la grande tribune de ce mardi 28 mars 2023. Nous la démarrons donc par ces notes. Nous allons débattre autour de deux sujets d'actualité. Premièrement, insécurité dans la partie Est. EAC, SADC, est des partenaires fiables? Deuxièmement, nous parlerons du processus électoral. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Y a-t-il lieu de s'inquiéter de l'issue heureuse de ce processus électoral? Je suis avec deux invités sur ce plateau, deux invités qui sont tous les deux avocats, qui sont aussi présidents et cadres d'un parti politique. Je commence par le président, Maître Elibeni Kamalenga. Vous êtes président de l'ACU, un parti de l'Union sacrée de la Nation. Tout à fait. L'Action pour un Congo uni, dont je salue tous les membres à travers les pays à l'international. Donc, pour nous, c'est un plaisir d'être là, Dan. Il y a eu plusieurs invitations, plusieurs ratés. Aujourd'hui, c'est un honneur. Merci de nous inviter. Je salue toutes nos mamans à travers la République et à travers le monde. Je salue la première dame de la République parce qu'il s'agit là du mois de la femme. Hein. La première dame, je salue mon épouse, Patience Chitouka. Je salue toutes les mamans, particulièrement ma belle-mère, Hélène Boujibungi. Il y a toutes mes grandes sœurs à travers les pays, partout où elles se retrouvent. Je les salue et je salue toutes les belles dames de cette grande chaîne congobaise. Je salue les promoteurs de cette grande chaîne, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, Christian Bossembe. Oui, beaucoup d'admiration et de respect de par ces grandes tribunes. Donc, vous-même, Dan, que je connais depuis. Alors, je salue également mon co-débatteur du jour, mon estimé confrère, avec qui nous allons partager ces plateaux. J'espère que le débat sera républicain et que c'est la République qui va gagner. Merci beaucoup, Maître Elibeni Kamalenga. Maître Tony Kelende, bonjour aussi, cadre de Nouvel Élan, un immense plaisir de vous recevoir aussi dans notre tribune. Merci beaucoup, Dan. C'est un plaisir incommensurable de prendre part pour la première fois dans cette grande tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous, politiques, pour réfléchir autour de questions d'actualité. C'est pour moi un plaisir également de partager le plateau avec mon estimé confrère, Maître Elibeni. Je pense qu'effectivement, le débat sera républicain. Nous allons réfléchir au profit de la nation. Nous allons mettre de côté nos différents états d'âme pour faire triompher la voie de la raison et pourquoi pas émettre de propositions idoines pour la construction de la nation. Merci beaucoup, Maître Tony. Et donc, pour l'instant, tous les deux sont des juristes. Hein. Alors, premier sujet, on va lire les notes de la rédaction. Insécurité dans la partie Est, EAC, SADC, avons-nous de partenaires fiables? Je m'en vais donc la présenter, des initiatives des entreprises dans le cadre de l'EAC, mais également de la SADC pour restaurer la paix dans la partie Est de la RDC. Le déploiement des troupes ougandaises, kenyanes, burundaises dans la partie Est de la RDC en est une parfaite illustration. Mais est-ce que cela est suffisant pour parler d'une volonté manifestée des organisations de la sous-région allant dans le sens de stabiliser l'Est de la RDC lorsqu'on sait qu'en dépit de toutes
les recommandations issues des différents travaux, notamment celui de Nairobi, qui ont ordonné le retrait des troupes du M23 des territoires occupés, mais sous le terrain. Les rebelles du M23 continuent toujours à fouler aux pieds ces recommandations, boycottant ainsi le principe de cesser le feu au-delà de ses partenaires de la sous-région. La RDC est appelée à développer un lobbying fort et restaurer sa propre armée pour venir à bout de cette guerre d'agression. Et voilà donc la note de la rédaction de ce matin. Premier sujet, je l'ai dit, insécurité dans la partie Est, EAC, SADC. On va même citer d'autres organisations. Est-ce que nous avons de partenaires fiables pour juguler cette crise? Alors, Maître Elie, Béni, je commence avec vous. Votre point de vue sur cette thématique. Merci beaucoup, Dan, pour cette question. Je crois que la question liée à l'insécurité à l'est de notre pays, c'est une question qui date de plus de 25 ans maintenant. Ouais. Donc, il faut dire que les gens, la communauté internationale a bien concocté ces projets. Tout commence avec Bill Clinton qui était au pouvoir. Et ils ont ficelé leur programme. En 1994, il y a génocide au Rwanda, mais l'objectif c'était l'entrée au Congo pour pouvoir prendre les matières premières qui regorgent la République démocratique du Congo. Il y a l'ouverture d'un corridor humanitaire avec la France en avant-plan. C'est l'opération turquoise. Donc ils entrent et comme c'était un projet bien ficelé, c'était l'occasion de faire passer les hommes armés rwandais avec les armes en RDC. Tout commence là. Donc, pendant ce temps, notre pays est sous embargo. On n'a pas les moyens d'acheter les armes. On n'a pas les moyens de nous battre comme il faut. L'instabilité est créée. Donc, on nous impose des mixages et brassages. Il y a un problème sérieux. D'aucuns peuvent venir ici vous dire que le régime Kabila nous a laissé une armée organisée, 8e place en Afrique, alors qu'en réalité, nous n'avons pas une armée qui soit organisée à même de faire face à cette instabilité créée de toutes pièces pour maintenir notre pays dans la situation où il se retrouve jusqu'à présent, parce que l'objectif est de prendre... Si je vous comprends bien, nous devons compter que sur notre armée. Exactement, j'en arrive justement. Là, j'ai fait la diagnostic de la situation pour justement venir à me positionner par rapport à ta question. Ouais. Par rapport à l'instabilité, nous avons les partenaires, des partenaires, de par ta question, nous avons l'EAC et nous avons la SADC. Parmi les deux, qui, pour nous, peut être considéré comme étant partenaire fiable. Oui. Mais je crois que la meilleure des choses à faire pour nous, c'est d'abord situer les Congolais sur l'origine des problèmes, sur d'où viennent les problèmes, comment on en est arrivé jusque-là. Comprenez? Parce que, comme j'étais en train de le dire, tout était mis en œuvre pour instabiliser la partie est de la République démocratique du Congo. Et c'est ainsi que vous avez vu les gens comme les Mwanga Tchouchou, chargés pratiquement de ce qui était probablement la personne emblématique, chargée, qui représente Paul Kagame, James Kabarebe et autres personnalités rwandaises. Mais chez nous. Pourquoi instabiliser que la partie est de la RDC? La RDC est un État immensément riche, avec autant de richesses sur l'ensemble du territoire national. C'est une très bonne question. Pourquoi seulement cette partie? Mais parce que, comme tu le sais, notre pays est immensement riche. Oui. Oui. En termes de ressources naturelles, toutes les matières premières qui font l'économie de demain, comme a le dit le chef de l'État, si on n'y prend pas garde, on nous fera la guerre davantage. Il y a des minéraux qui sont découverts, qui continuent à être découverts. Comment on appelle les lithium et autres, coltan, l'or même, et nous avons tout ça dans notre sol et notre sous-sol. Donc vous comprenez que tout ça était un moyen
Je ne sais pas si vous avez déjà eu à lire les protocoles de sa gestion, Dan. Oui. Lorsque l'occidental veut obtenir quelque chose, il peut décimer tout un village et vous désignez un ennemi commun qu'il faut combattre. Mais l'objectif, c'est ce cas, comme on a fait au Rwanda, on décime les Rwandais, on commet le génocide au Rwanda pour justifier le fait de la fuite de populations civiles qui doivent venir chercher l'abri chez nous au Congo. Pendant ce temps, il faut passer les civils, les militaires avec les armes, et tout part de là. Une minute, s'il vous plaît. Voilà. Dans une minute. Terme conclu dans une minute, je donne la parole à... Voilà. Donc, c'est pour dire que, avec ce qui s'est passé, le chef de l'État congolais a lancé un appel, comprenant la situation, il a lancé l'appel à la jeunesse congolaise de s'enrôler massivement dans l'armée. Entre-temps, nous avons la MONUSCO, nous avons l'EAC. On ne peut jamais compter sur la MONUSCO. La MONUSCO a fait près de 25 ans au pays et nous a montré qu'elle ne pouvait pas nous aider en quoi que ce soit. Il y a des militaires ougandais et plutôt angolais qui viendront bientôt, qui seront déployés dans le cadre de la Oui, SADC. mais justement ce que j'ai dit, avant d'en arriver là, je crois que la meilleure option pour la RDC, c'est nous permettre d'organiser notre propre armée, lui doter des nécessaires pour pouvoir affronter les ennemis d'où qu'ils viennent. Et ça, c'est très important. Mais parmi les partenaires, et je pense que la SADC paraît être mieux indiquée que l'EAC. Merci beaucoup, Maître Eli Beni. Maître Tony Kelende, votre point de vue sur cette question. Avons-nous des partenaires fiables pour résoudre cette question? Merci de la question. À la différence de mon estimé confrère, je n'aimerais pas faire une lecture diachronique aussi qui remonte à 1994. J'aimerais quand même rester succinct par rapport au début du mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo pour arriver à répondre à la question: est-ce que nous avons besoin d'un partenariat avec l'EAC ou bien avec l'Angola, s'il faille reformuler la question. Alors, je dirais que Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, a hérité ce pays. Lorsqu'il a postulé en tant que candidat président de la République, il avait déjà fait le diagnostic qui venait d'être fait ici, c'est-à-dire il avait déjà déniché le vrai problème qui touchait la République démocratique du Congo sur le plan sanitaire et sur le plan sécuritaire, sur le plan alimentaire, c'est-à-dire sur tout le plan. En arrivant au pouvoir, constatant que le pays était déjà émietté, le pays était déjà sous le botte de l'ennemi, la meilleure façon à faire serait de pouvoir ficeler une stratégie militaire idoine pour que cette question soit résorbée. Mais malheureusement, nous avons constaté Félix Tshisekedi Tshilombo embrasser le voyage. Le voyage, de différentes manières, il a parcouru, je n'aimerais pas le qualifier comme d'autres communicateurs de l'opposition ou de la résistance le font, parce que c'est quand même un chef de l'État, il faut le respecter à sa juste valeur. Il a parcouru le monde entier, il a fait tout le continent du monde simplement pour solutionner le problème de l'insécurité à l'Est. Alors que la question de l'insécurité à l'Est ne se résout pas par le différent voyage, mais en réfléchissant comment est-ce que vous pouvez mettre en place une stratégie militaire bien ficelée, avoir un armement intéressant. Je dirais effectivement... Est-ce que les voyages du chef de l'État étaient uniquement pour résoudre la question de l'insécurité? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il était le premier à dire, lorsqu'il était à Goma, qu'il voyage pour aller discuter avec les tireurs de ficelles. Parce que tous nous connaissons que la guerre, l'estimé confrère venait de le dire ici d'une manière éloquente, que la guerre qui se passe dans la partie est de la République, c'est une guerre qui est effectivement faite sous couvert de M23, mais il y a le Rwanda derrière. Et derrière le Rwanda, il y a le multinational et d'autres puissances internationales qui essayent de tirer la ficelle. Et par voie de conséquence, Tshisekedi constata cet état de choses. Pour lui, il pensait que voyager, c'était d'abord pour qu'il puisse discuter avec ces tireurs de ficelle, afin que la question de la sécurité qui gangrène dans la partie est de la République soit résolue. Mais malheureusement, nous avons constaté que Félix Tshisekedi Tshilombo s'est trompé pour ne pas savoir qu'entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts qui gagnent. Lorsqu'il discutait avec ces derniers, moi je ne sais pas le terme de leur discussion parce que ça n'a jamais été dévoilé en public, mais nous constatons partant de faits sur terrain. Oui.
la première prise de décision que Félix Tshisekedi Tshilombo a prise, c'était d'abord de décréter l'état de siège dans la partie est de la République. Là, vous êtes en train de parler des actions qu'a posées. Effectivement, nous parlons pour te faire comprendre qu'il y a eu un manque de vision par rapport à la résolution de la question d'insécurité qui gouverne dans la partie est de la République. Et maintenant, pour essayer de démontrer qu'entre l'EAC et la SADC, nous devons quand même prendre position par rapport à une institution qui, nous pensons, fiable pour venir nous seconder, pour essayer d'amener cette question d'insécurité à sa fin. C'est ainsi que je suis en train de poser quelques éléments par rapport à sa gestion depuis qu'il est à la tête de la République. Après l'état de siège, nous avons senti à un moment, il y a une mutualisation des efforts. La mutualisation des efforts avec qui? Avec les ennemis que nous avons, que Joseph Kabila Kabange a nommé. Qu'il y avait le Rwanda, il y avait l'Ouganda qui tirait le ficelle en République démocratique du Congo pour qu'il y ait insécurité dans la partie est de la République. Au-delà de cette question, au-delà de la mutualisation des efforts, nous avons senti M. Félix Tshisekedi Tshilombo adhérer à l'EAC. Adhérer à l'EAC, il y a eu zone tampon. Vous sentez sur le même coin de la République, il y a plusieurs opérations qui émanent d'une seule autorité. Juste pour qu'il y ait la paix dans cette partie de la République, sans pour autant regarder la nature, voire même le profil vers le pays pour lequel il part signer avec ces différents accords. Tous les efforts sont bons pour que nous trouvions la paix. Effectivement, tous les efforts sont bons, mais ces efforts doivent être faits avec qui? Aujourd'hui, vous avez constaté, parce que s'il faille être encore diachronique, Félix Tshisekedi Tshilombo accède au pouvoir. Il n'y avait pas le M23 qui était en train de faire... Il y avait le groupe rebelle, effectivement, mais il n'y avait pas le M23. Le Bounaga n'en était pas occupé. Terminé. Mais avec les différentes décisions qu'il a prises, les différents accords qu'il a signés, les amitiés qui s'est liées avec M. Paul Kagame, aujourd'hui nous avons la partie est de la République récupérée. C'est à cause de ça que les M23 sont redevenus actifs. Au-delà, c'est aussi ça, parce que tous nous avons suivi, comment je ne me fais pas porte-parole du M23, nous avons écouté le porte-parole de ces groupes rebelles dire qu'ils étaient logés ici pendant 14 mois, et dans l'hôtel le plus luxe de la République démocratique du Congo, avec un séjour gâté de la part du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Quoi de plus normal pour eux de pouvoir renaître avec force pour endeuiller le paisible citoyen? D'accord, je reviens vers vous incessamment. Maître Eli Beni, vous étiez contre l'EAC, vous étiez plus tourné vers la SADC. Qu'est-ce qui justifie cela? Qu'est-ce qui prouve que la SADC ne jouera pas les mêmes rôles que fait l'EAC? Merci beaucoup. Je crois que nous sommes en train d'analyser froidement la situation qui mine l'Est de notre pays. Nous avons vu le comportement des partenaires de l'EAC qui ne rassurent pas les peuples congolais parce que lorsqu'ils ont décidé de venir nous aider, c'était pas pour venir faire des accolades avec les M23, s'afficher aux grandes dames avec les M23, prendre des photos, faire des déclarations. Et je crois que cela n'était pas l'ordre du jour dans ce qui était convenu dans leur présence. Il vous souviendra même que... Qu'est-ce qui prouve que la SADC ne fera pas la même chose? Et aussi, oui, si l'EAC n'est pas un partenaire fiable, pourquoi est-ce que le gouvernement ne met pas fin à ce partenariat? Bon, je voudrais d'abord, avant de revenir à ta dernière question, te faire voir que le chef de l'État lui-même a interpellé les commandants des opérations de FARD, les troupes kenyans à l'Est, devant son chef de l'État par rapport à son comportement qu'il a fustigé. Devant même les caméras pour dire que, monsieur, vous étiez venu pour nous aider et non pour vous afficher aux côtés des M23, prendre des photos, faire des déclarations. Déjà, vous comprenez qu'une telle attitude ne peut pas rassurer. Comprenez? Quand vous venez pour nous aider à trouver des solutions aux problèmes que nous avons. Mais quand vous venez, on vous voit ensemble avec nos ennemis, est-ce que vous pensez que nous, peuple congolais, comme notre chef de l'État, nous pouvons être sûrs d'avoir des gens qui sont venus pour nous aider? Non. Mais par contre, dans les camps des... Est-ce que l'adhésion à l'EAC était-elle opportune, selon vous? Mais justement, c'est là qu'il faut essayer un peu de nuancer les choses.
Parce que au sein de l'opposition, les gens ont tendance à confondre les choses. Déjà, les discours font mal là-bas. Il faut déjà les dire. Lorsqu'on adhère à une organisation régionale comme sous-régionale, ce n'est pas seulement pour des questions militaires. Il y a des questions d'ordre commercial. Il y a les échanges commerciaux qui peuvent intéresser les partis, notamment en rapport avec les tarifs douaniers, passation des marchés à gauche, à droite. Donc, ça peut être aussi sur le plan industriel. Et tous ces éléments peuvent faire partie des accords qui peuvent amener des États ou un groupe d'États. La question de la force de l'EAC divise même au sein de l'Union sacrée de la nation. Oui, mais certains sont pour, d'autres sont contre. Qu'est-ce qui fait que on reste toujours dans cette... Mais c'est une très bonne question. Oui, je vais emprunter les propos de son Excellence Lutundula à la question lui posée à cet effet lors de son passage avec l'Excellence Patrick Mouyaya. Il a dit clairement que ce sont des compatriotes congolais qui font les commerces avec, de l'autre côté, qui ont demandé à ce que notre État adhère à l'EAC pour qu'ils puissent aussi profiter des avantages douaniers et fiscaux que les autres profitent de l'autre côté. Parce qu'ils étaient désavantagés à chaque fois. C'est un élément important. Vous comprenez? Alors, lorsque, pour une raison ou une autre, c'est comme aujourd'hui, on demande à l'État de faire tout pour que les ports en eau profonde terminent pour permettre aux opérateurs économiques congolais d'amener leurs marchandises directement en RDC. Parce que 3/4 des marchandises qui viennent au port de Pointe-Noire proviennent et ce sont des marchandises qui sont destinées à la RDC. Et vous comprenez que sur le plan économique, c'est un manque à gagner énorme pour le pays. Okay. Donc, il y a Mombasa qui fait partie de l'EAC. Pour des raisons commerciales. Hein. D'abord, il a été très clair par rapport à ça. Et c'est comme ça que le gouvernement a eu à prendre la décision d'adhérer au sein de l'EAC. Merci beaucoup. Mais si on constate que les amis qui sont avec nous au sein de l'EAC ne jouent pas franc jeu, nous sommes un État. Donc, exactement. La question n'est pas de jouer à l'hypocrisie. Pour l'instant, ils sont confiables. On est encore en train d'évaluer. Non, je pense que nous avons un chef de l'État hyper intelligent et un fin stratège. Déjà, vous avez suivi le Parlement avec son président qui s'est prononcé par rapport à ça. Ils sont en train d'observer. Si jamais ils voient que les choses n'évoluent pas de ce côté-là, je crois que nous allons sortir de l'EAC. D'accord. Merci beaucoup. beaucoup. Ça, c'est très important. Merci beaucoup. Mais aussi, il y a un autre élément que je voudrais réagir par rapport à ce que je vais revenir votre testament. Je vais vous donner la parole. Maître Tony Kelede, vous accusez le pouvoir de ne pas avoir de vision dans la gestion de cette insécurité. Vous parlez de tâtonnement. Bien évidemment. Mais toutes les décisions qui ont été prises, notamment... qui ont été prises pour que cette question trouve solution, à l'époque, on ne les voyait presque pas. On va dire le soutien, par exemple, le soutien des États-Unis. On ne voyait pas ça. La condamnation du Rwanda par les États-Unis, la condamnation de tous les États qui soutiennent ça, c'est sous Tshisekedi qu'on a vu ça. La levée de la mesure de notification, c'est sous Tshisekedi qu'on a vu ça. La mobilisation des jeunes au sein de l'armée, les nouvelles recrues, on n'a presque pas vu ça sous Kabila, ou soit très peu. Et aussi l'augmentation de la part consacrée à la défense. C'est quand même des réformes qui sont importantes, qui démontrent la volonté de mettre fin à cette situation. Je ne suis pas un Congolais pessimiste pour remettre en cause les différents efforts que le régime en place est en train de mettre en œuvre pour que cette question soit résolue. Mais cependant, il est très important que nous puissions analyser les différents points que vous venez de développer ici. Vous parlez en termes de différentes voix sur le plan international qui s'élèvent pour condamner ce qui se passe dans la partie est de la République, que je vous rappellerai aussi pour dire que c'est le même Bush qui condamne, ce sont le même Bush qui finance son armement, qui finance en fonds. L'Union européenne a donné plus de 200 millions de dollars à l'armée rwandaise pour qu'elle puisse former
son armée, au gouvernement rwandais pour bien former son armée. Au-delà de ça, nous avons entendu la collaboration entre la Grande-Bretagne avec 20 millions, collaboration, 20 millions bien évidemment, oui, 20 millions, 20 millions. la collaboration entre la Grande-Bretagne avec le Rwanda pour accepter les réfugiés. Vous pensez que derrière cette acceptation de réfugiés, il n'y aura pas de l'argent donné au gouvernement rwandais pour essayer de bien résister par rapport à une éventuelle guerre qui pourrait surgir entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Au-delà de ça, nous avons également entendu, et nous avons même pas entendu, nous avons vu les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique effectivement condamnés. Mais en filigrane, nous avons vu combien le haut représentant des États-Unis faire de tour à Kigali pour un partenariat gagnant-gagnant entre les États-Unis et le Rwanda. Déjà, moi, je pense que par rapport à tout ce que je viens de relever tantôt, nous ne devons pas nous flouer les yeux pour dire que les différentes voix qui s'élèvent sur le plan international sont favorables à nous. Ils peuvent lever la voix la journée et le soir aller à Kigali pour chercher comment est-ce qu'ils doivent profiner des stratégies pour nous endayer. Moi, je dirais, en place par le pouvoir, moi, je dirais ceci. Tous les fruits que nous avons eu à récolter au niveau national pour cette insécurité, contre cette insécurité, ce sont des innovations, des prouesses qu'on n'avait pas vécues pendant En fait, le prouesse, moi je dis, le prouesse serait de chercher de discuter d'égal à égal avec ces derniers. Parce que tous nous connaissons que la guerre qui gangrène la partie Est, c'est une guerre qui est asymétrique. Et cette guerre, c'est avec le but de pouvoir nous soutirer le matière première, comme l'estimé qu'on venait de développer. Mais cependant, lorsque nous partons discuter avec eux, nous avons un leadership responsable pour tenir un discours responsable et défendre tous ces derniers. Parce que depuis 4 ans, déjà il y a 4 ans, ça reste moins de 9 mois pour que le mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo finisse. Mais nous sentons que la situation d'insécurité va de mal en pire. C'est ainsi que nous nous questionnons pour savoir est-ce que ces différents voyages étaient pour nos besoins touristiques ou bien c'était avec objectif de discuter avec les différents partenaires, parce que nous sommes aussi leurs partenaires par rapport à l'éventuelle collaboration que nous avons ou les accords que nous avons avec eux. Mais comment est-ce que nous nous retrouvons dans une situation où le même voyage, mais ne produisent aucun effet sur terrain, la population continue à mourir. C'est ainsi, s'il faut répondre directement à la première question qui était entre l'EAC et la SADC, moi je dirais comme le confrère, nous devons choisir la SADC. Pourquoi? Parce que la SADC déjà est venue ici en République démocratique du Congo pour nous seconder à l'époque de M. Joseph Kabila quand il était encore président de la République. Et cette abnégation qu'ils ont fait montre sur terrain où nous avons résorbé cette question d'insécurité dans cette même partie qu'aujourd'hui vient de refaire surface, peuvent être qualitatifs en termes de contribution pour nous, en fait que nous puissions résorber cette question à la place de demeurer dans cette institution qu'on appelle EAC où le confrère venait d'évoquer, ce n'est pas seulement à caractère commercial. Permettez-moi de finir là, parce que s'il faut regarder en termes de rendez-vous de donner et de recevoir, nous donnons plus par rapport à cet accord commercial développé par le confrère. Et ils ont presque rien à nous donner parce que la République démocratique du Congo représente un paradis pour l'Afrique et tous ces pays qui environnent la République démocratique du Congo convoitent venir nous soutirer ce qui est nos matières premières. Merci beaucoup. Merci, Maître Eli Béni. Cette question, comment réagissez-vous aux accusations de votre co-débatteur qui parle d'un manque de vision, d'un manque de tâtonnement dans la gestion de voyages qui n'ont rien produit selon ces non, mais je pense que cher Dan, de ce côté-là, il a tapé un peu à côté. Parce que déjà, on ne peut pas dire qu'il y a manque de vision. On ne peut pas dire qu'on n'a pas un leadership assez fort pour faire tête aux autres et soutenir que les autres là, ils sont chaque jour en train de soutenir Rwanda. Il y a même 20 millions qui ont été donnés. Il y a les États-Unis et parler d'une guerre asymétrique. Parce qu'on peut parler d'asymétrie si ceux qui nous font la guerre ne sont pas connus. Mais aujourd'hui, on connaît tous ceux qui sont derrière le Rwanda. Est-ce que vous êtes pour le fait qu'il y ait les forces de l'EAC et les forces de l'Angola sous le label de la SADC sous un même territoire? Est-ce que vous êtes d'accord? Non, je ne suis pas d'accord, mais permettez-moi d'abord de
de développer. D'abord, je dois informer à mon frère que la situation de la RDC, c'est une situation un peu particulière. Déjà, depuis 1885, la RDC était considérée comme étant un marché conventionnel pour toutes ces puissances occidentales. C'est un juriste qui comprend ce que je dis. Et la plupart des sociétés qui œuvraient au sein de la convention, le bassin conventionnel du fleuve Congo avaient leurs sociétés basées en Occident. Et c'est pourquoi, depuis ce temps-là jusqu'à presque à nos temps ici, nous avons une économie qui est extravertie. Économie extravertie. Oui, tournée vers l'extérieur. Alors, lorsque Dan, maître Tony parle du chef de l'État qui fait des voyages qui ne produisent rien, moi je dis, mais c'est très grave parce que je fais confiance à sa tête et en sa qualité d'avocat. Et en tant que patriote congolais, il doit comprendre que le chef de l'État, lorsqu'il arrive au pouvoir, il est premier vice-président de l'UA. Et à ce titre, il doit voyager, il doit faire des rencontres avec différentes personnalités, assister aux réunions régionales, sous-régionales et même à l'international pour porter haut la voix du Congo qui aujourd'hui a entendu. Dan, tel qu'il est là, il doit savoir, peut-être que je l'informe, ou il le sait, parce que je sais qu'il est intelligent, qu'il y a près de 25-30 ans, les Congolais n'étaient plus éligibles dans les organisations régionales comme sous-régionales. C'est plus les Ouest-Africains qui sont souvent, mènent la cadence de ce côté-là. Ils ont de l'emploi sur le plan africain. Mais les Congolais, non. Mais aujourd'hui, les Congolais sont éligibles. Les Congolais sont... de prendre... C'est parce que... rattraper le retard. Justement, on est en train de prendre le retard parce que la voix du Congo aujourd'hui compte. On parlait du Congo sans les Congolais. L'argent du Congo... La résolution des Nations Unies qui a été votée récemment pour statuer sur la question de l'Est de la RDC, sous les votes, la plupart des gens, des États ont voté, n'ont pas voté pour qu'on sanctionne le Rwanda. La plupart des États ont été plutôt... n'ont pas demandé la sanction du Rwanda. Comment expliquez-vous que le monde entier, quand il y a une situation de l'Ukraine, Russie, les États votent contre la Russie, même la RDC vote contre la Russie. Mais quand il s'agit de la question de la RDC, la plupart des États du monde entier ne votent pas contre le Rwanda. Qu'est-ce qui justifie ça? Mais parce qu'il y a un machiavélisme international qui justement joue à cet effet. Et c'est là justement où les Congolais ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et ils sont en train de dire que le chef de l'État ne fait rien, la RDC ne fait rien, alors qu'aujourd'hui, la RDC a fait entendre sa voix grâce à cette diplomatie agissante. Déjà, je vous dis une chose importante, chère dame. Vous venez de soulever là une problématique très très importante. Oui, mais... Harold Mackinder a dit, il y a un savant australien qui a écrit un livre à 2 tomes, intitulé « Le cœur du monde », avec comme principe celui qui contrôle le monde, le cœur du monde contrôle le monde. Vous posez la question, pourquoi tout le monde doit voter contre la RDC? Sarkozy est venu ici en 2012, il impose les Congolais et les chefs de l'État, les dirigeants congolais, de partager les richesses avec les voisins. Oui. Permettez que je développe, c'est très important, parce qu'on doit rencontrer votre question. Votre temps d'antenne est pratiquement épuisé, maître, mais je ne vous coupe pas. Mais justement, qu'est-ce que les téléspectateurs qui nous suivent vont comprendre de notre passage? Ne vous en faites pas. Si déjà, nos idées n'arrivent pas à la fin. Si, elles vont arriver à la fin. Il y a un problème, justement. Maître Eli, parce que la question que vous avez posée, je ne pense pas y avoir répondu. Non, vous n'avez pas répondu. Voilà. Mais vous allez y répondre, ne vous en faites pas. Mais là, c'est vous allez répondre, terrible, il y a un souci sérieux. Non, vous allez répondre, ne vous en faites pas. Maître Tony, qu'est-ce qui justifierait cette situation que l'RDC n'a pas de soutien des États membres des Nations Unies? Mais pourtant, si on voit le drame qui s'est déroulé au Congo depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, c'est l'un des drames les plus forts qu'on a connus. Pourquoi le monde reste indifférent par rapport à la RDC? Je ne comprends pas. Bon, j'aimerais quand même jouer à la synthèse parce que je constate que nous avons vraiment des temps d'antenne très réduits. Alors... Non, vous avez chacun 5 minutes.
bien évidemment. Et si Je vous n'en ai pas constatez, fait, hein. je n'en ai pas fait. je commençais par dire que la guerre, et je le dis encore une fois de plus, que nous subissons dans la partie est de la République, c'est une guerre asymétrique. Au-delà du fait que le confrère ne partage pas ce point de vue en disant que, parce que nous connaissons ce qui sont en train d'opérer dans la partie est de la République, nous devons éviter de parler de l'asymétrie par rapport à cette guerre. Quand moi je parle de l'asymétrie, je fais plus allusion qu'il existe de vrais acteurs qui bénéficient de l'insécurité dans la partie est de la République que nous avons difficile de pouvoir nommer, qui sont derrière le Rwanda. Parce que jusque-là, le Rwanda se représente comme un bouclier qui accepte des tirs venant de la République démocratique du Congo, qui accepte qu'on sape sa réputation, qu'on brandisse sa réputation comme un État sanguinaire, un État sauvage, qui utilise la voie la plus barbare dans ces 21e siècle pour opérer les différends entre les deux États. Mais derrière le Rwanda, il existe les États de grandes nations qui opèrent, qui financent le Rwanda. Et cette dimension de la géopolitique pousse le Rwanda à accepter que leur État soit sali partout dans le monde parce qu'ils savent bien, vous venez de le dire ici, aucun État sur le plan international ou européen, nous parlons même de l'OTAN, pourra prendre des sanctions contre le Rwanda. C'est ainsi que la République démocratique du Congo se retrouve comme un État isolé par tous les États du monde. Au-delà des efforts diplomatiques de voyage que nous sommes en train de protester, de prohiber, que Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de faire, vous allez vous rendre compte que la situation reste telle quelle. Le Rwanda... La situation n'a pas évolué. La situation, pour dire sincèrement, la situation n'a pas évolué. À 9 mois des élections, vous avez un résultat escompté par rapport à ce qui se passe dans la République démocratique du Congo. Dans sa partie Est, nous n'avons aucun résultat. C'est ainsi que nous disons que le mieux serait que la République démocratique du Congo puisse réfléchir quels sont les partenariats à tisser avec les États qui doivent nous appuyer pour que nous puissions résoudre cette question d'insécurité. La question qu'il y a là, c'est que nous devons nous former nous-mêmes en tant qu'armée, bien évidemment, en tant qu'État, ou nous devons choisir un partenaire fort pour nous soutenir. Je commençais, effectivement, vous m'avez dévancé, je disais commencer d'abord préalablement, avoir une armée dissuasive, être à mesure d'imposer le régalien. Parce que la question de la défense et de la sécurité, c'est une question qui relève de la souveraineté d'un État. Et la République démocratique du Congo ne peut pas rester plénicière, chercher des différents partenaires par-ci par-là, alors que nous-mêmes, nous avons un effectif militaire qui peut faire taire la guerre qui se trouve dans la partie Est de la République. Le confrère venait d'ignorer ici que Kabila a laissé l'armée 8e d'Afrique, l'armée formée. S'ils l'ignorent parce qu'ils ont eu de guerre froide avec Joseph Kabila par rapport à la coalition FCC Cash, mais il doit le savoir que Félix Tshisekedi Tshilombo, dans une tribune internationale ou dans une chaîne internationale France 24, je cite, a y aller dire, lorsqu'ils étaient encore en relation de sainteté avec Joseph Kabila Kabange, qu'il avait hérité. L'avantage que lui, il a hérité une armée forte et il va utiliser cette armée pour résoudre la question de l'insécurité. Ce sont le mot de Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, voir un président d'un parti politique étant dans l'Union sacrée, venir saper l'armée qu'ils ont héritée, qui du reste était déjà formée, équipée, certes, subissait l'embargo, mais ils utilisaient d'autres mécanismes pour l'achat d'armes. Saper cette armée, moi je pense que ce ne serait pas responsable de la part d'un président d'un parti politique. C'est ainsi que nous sommes en train de dire que le mieux c'est organiser cette armée, acheter l'armement suffisant, mettre les différents acteurs, c'est-à-dire le militaire dans des conditions appréciables pour que nous puissions avoir une stratégie militaire bien efficace. Et aussi, ne pas nommer des anciens chefs de guerre en tant que ministre de la Défense. Parce que la question de la défense ne peut pas être gérée par une personne qui a de mains souillées de sang. Là, vous vous attaquez à Jean-Pierre. Je pense qu'il est très important. Il est très important de pouvoir aussi tirer la leçon par rapport à ce que Emmanuel Macron avait dit lors de son passage ici. Ce n'est pas du tout un bon profil. Jean-Pierre Bemba ne peut pas
être l'homme de la situation. Et effectivement, là c'est mon point de vue, je le dis froidement, que M. Jean-Pierre Mbemba n'est pas un homme de situation. Pourquoi? Parce que déjà il a un passé que tous nous connaissons. Au-delà de ça, il a passé plus de 10 ans devant la Cour pénale internationale, où il a été acquitté. Permettez-moi que je puisse apporter cette nuance. Déjà, dans sa psychologie en tant qu'acteur, il a cette psychose de passer 10 ans dans un enfermement gratuitement, même si la Cour pénale internationale avait déclaré qu'il n'était pas coupable, il n'y avait pas de lien de subordination entre lui et les acteurs qui œuvraient au Centrafrique, mais cependant, il saura que lorsqu'il faille prendre des mesures sécuritaires idoines, utiliser l'aspect militaire dans la partie est de la République, la Cour pénale internationale aura des yeux braqués sur lui, et cela va affadir l'efficacité de son action sur terrain pour que nous puissions regagner la paix dans la partie est de la République. Merci beaucoup. Maître Elie Béni, je reviens vers vous. Toujours cette question du soutien du monde entier. Le monde tourne le dos à la République démocratique du Congo. Pendant que les drames que nous avons vécus au Congo, c'est un des drames les plus grands drames qu'on a connus, que l'humanité a connu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Autant de morts au Congo, mais comment l'humanité reste-t-elle insensible? Est-ce que le Congolais est considéré comme un sous-humain? Qu'est-ce qui se passe? Mais je l'ai dit, mon cher ami, les tirés des ficelles sont ceux-là même, les grands décideurs. Lorsque vous avez des gens ou des partenaires que vous croyez être en bon terme avec eux, vous savez qu'ils sont des amis du Congo, mais ils jouent à l'hypocrisie. Vous avez les États-Unis, vous avez la France, l'Angleterre, l'Allemagne et bien d'autres qui sont là, se comportant en tireurs des ficelles. C'est pourquoi j'ai parlé des guerres asymétriques. Heureusement, mon cher confrère lui-même, quand il parle, il se rattrape toujours pour nous compléter par rapport à ce que nous disons. Parce que lui-même reconnaît que derrière le Rwanda, il y a ces États-là. Non, vous avez refusé la symétrique. Non, mais vous avez dit que nous ne devons pas parler de la symétrique parce que nous connaissons l'ennemi. Oui, on parle de symétrique lorsque on connaît ceux qui nous combattent. La symétrique, c'est que ceux qui nous combattent ne sont pas connus. Mais dans votre développement, vous reconnaissez que derrière Rwanda, il y a des États qui sont derrière lui, qui combattent. Mais aujourd'hui, on sait que tout commence depuis 1994. En 1994, c'est Bill Clinton qui était au pouvoir aux États-Unis. Il y a eu les juges australiens qui a géré cette affaire, qui a dit clairement, qui a témoigné clairement de tout ce qui s'était passé à l'époque où il y a eu des crimes organisés pour tous les hommes en couleur qui étaient informés de la situation, qui ont été tués à travers les pays, mais les Blancs n'étaient pas tués. Donc c'est pour vous dire que ils ont organisé cela. L'objectif était de faire entrer la milice, l'armée rwandaise au Congo, leur permettre d'avoir les minéraux qu'ils avaient besoin pour leurs manufactures. Il y a des multinationales qui fonctionnent avec les minéraux des sangs de Congolais. Donc c'est là pour vous dire que tout a été mis en œuvre pour instabiliser l'Est du Congo. Vous avez un Joseph Kabila qui arrive. Vous avez suivi les députés belges, les Français, ils l'ont dit, et même au sein de leur parlement. Joseph Kabila arrive. Et au lieu d'organiser l'armée, on détruit toutes les installations de formation de nos FRDC. Mobutu a laissé, comment on appelle, les faux de Kananga, l'école des faux. C'était l'une des meilleures en Afrique. Les gens venaient, ils subissaient la formation là-bas. C'est l'école qui a formé beaucoup. Détruit par Kabila. Quand Kabila, oui, ça a été détruit systématiquement. Ça existait. Vous avez hérité ça, si je peux dire. Non, je n'ai pas compris. Vous avez bénéficié de le faux. Le faux n'a pas été détruit par Kabila. Si. Moi, j'ai deux amis que je finis avec les études. Ils ont fait le faux. Non. Ce que vous dites est faux, cher ami, parce que les faux est retapé il n'y a pas longtemps et c'est en train d'être remis à niveau. Sous les efforts du président. Voilà, exactement. C'est le chef de l'État qui a fait ce travail. Non, mais moi, je vous dis, parce que j'ai des renseignements, c'est pourquoi je vous informe. Les combles, maintenant, c'est quoi? Nos amis de l'opposition, ils prennent part au discours des ennemis du Congo qui s'approprient. Vous l'avez entendu tout à l'heure, il soutient Macron. Quand Macron dit que ce n'est pas notre faute si l'armée n'est pas organisée, ce n'est pas notre faute lorsque vous n'avez pas une administration depuis 1994, mais alors que l'opinion intérieure en France, les débats en France, dit le contraire. Les Français même condamnent, ils disent que Macron a dit faux, c'est faux ce qu'il a dit. Parce que si le Congo
n'a pas une armée organisée, c'est parce que la France et les autres ont amené l'instabilité au Congo. Cette opposition n'accompagne pas le pouvoir. L'opposition n'accompagne, ce sont des agents du Rwanda et ce sont des agents payés par l'Occident pour justement venir soutenir leur thèse. Parce que vous n'aimez pas Félix, je comprendrais. Vous n'aimez pas sa thèse, je comprendrais. Mais ne pas aimer le Congo, c'est très grave. Parce que nous n'avons que le Congo ici. Parce que comment je ne sais pas comprendre que Tony, comme tous les autres membres de l'opposition, viennent prendre fait cause pour le discours du Rwanda. Il suffit que Kagame parle là-bas, non? C'est l'ami de... Mais pourquoi les discours de l'opposition ne évoluent pas? Toujours, je me pose la question. En train de... Félix s'est associé à Kabila. Il s'est séparé de Kabila. Ils n'ont pas évolué en termes de discours. Kabila, Félix est avec Kagame. Il lui avait dit, pour que je prenne ta main, oui. C'est partant d'abord de Kabila. Exactement. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc vous comprenez que en face, nous avons des gens sans discours. Ils n'ont pas un discours, ils n'ont rien à présenter au peuple congolais. Parce que aujourd'hui, Félix s'est séparé de Kagame. Lorsqu'il a compris qu'il n'était pas sincère, lorsqu'il a compris que les intérêts du Congo étaient en jeu, il s'est levé, il s'est dressé contre le monde entier. Pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps, c'était lors du point de presse conjoint avec Macron, il a doigté, il lui a dit non, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas à nous dire ce qu'on doit faire toujours. Mais lorsque mon cher Tony prend la parole ici, il vous dit que nous avons le leadership en place, n'est pas en mesure de tenir tête face aux autres. Donc vous comprenez que nous avons un problème face à une opposition qui est sans discours. Parce que le chef de l'État aujourd'hui, grâce à sa diplomatie, est-ce que vous savez que nous avons un balai diplomatique et vous verrez chaque semaine, chaque mois, ils vont commencer à venir ici. Vous avez vu Macron venir. Vous avez vu le Premier ministre français venir. Vous avez vu Sarkozy. Vous avez vu Hollande arriver. Et sous nos murs, s'il n'est pas informé, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères britannique est ici. Et chaque semaine, ils vont commencer à venir comme ça. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas un pacte social. Parce que nous n'avons pas un pacte social. Nous n'avons pas les gens qui aiment le Congo. Pour que, lorsqu'il s'agit de notre pays, qu'on se dresse comme un seul homme face à l'ennemi, face aux adversaires. Donc, vous comprenez? Parce qu'aujourd'hui, quand vous ignorez les problèmes comme celui-ci, vous êtes en train de vous battre pour avoir les pouvoirs. Et sachez que ce sont les mêmes faits, les mêmes problèmes que vous allez rencontrer. Et cette fois-ci, vous allez demander que l'autre camp vienne vous soutenir. C'est une erreur de ne pas vouloir soutenir les pays lorsque le pays est en danger. Merci. Pour terminer, j'aimerais dire quelque chose de très important aussi, ce qu'a dit mon cher ami, les voyages du chef de l'État. Considérez que ce sont des voyages à vide, c'est très grave. Lorsqu'un DG est nommé, pour des besoins de son travail, il doit voyager matin, midi, soir. Et un chef de l'État qui est le premier diplomate, le premier citoyen du pays, merci, qui porte sa voix, qui doit porter sa voix partout, on parle du Congo, vous dites qu'il est en train de voyager pour rien. Mais c'est très grave, c'est extrêmement grave. Merci Mais beaucoup. on manque des hommes d'État dans ce pays. Maître Eli Beni Kamalinga, merci beaucoup. Voilà, on va prendre le deuxième sujet rapidement avant de donner la parole à Maître Tony. Deuxième sujet, processus électoral. Ça fait grand bruit dans les salons du monde entier. Les États-Unis disent on veut avoir des élections dans la bonne date. Tous les partenaires, nous voulons avoir des élections à bonne date. Au niveau interne, est-ce qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça? La CENI continue de rassurer, le gouvernement dit qu'on finance. Est-ce qu'il y a toujours des inquiétudes par rapport à l'issue heureuse du processus électoral, surtout dans le délai constitutionnel, quels que soient les problèmes, parce qu'il n'y a pas de processus parfait? Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Effectivement, des inquiétudes, il y en a, non seulement par rapport au processus électoral, mais également par rapport à ce que je viens d'entendre ici, développé par mon estimé confrère, Maître Eli Beni. Je constate que Maître Eli Beni, il utilise une rhétorique de nous faire présenter à la face du peuple congolais, ou à la face du monde, comme des anti-républicains.
c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas la nation. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de critiquer à juste valeur, avec de termes bien dosés, le régime en place. Vous ne soutenez pas les efforts du Il pouvoir en parle, place il développe. pendant que Il développe. c'est la chose publique. Ça Il vous appartient. développe. Effectivement, c'est la chose publique, ça nous concerne. Le développement, si le développement vient par Félix Tshisekedi Tshilombo, moi je serai bénéficiaire. Voilà. Vous comprenez? Peu importe mon appartenance politique. Pourquoi? Parce que Tshisekedi ne gère pas sa maison, il gère la République. La République, c'est un bien commun. Voilà. C'est-à-dire, l'argent qui détermine la politique de sa gestion, c'est l'argent du contribuable congolais, Voilà. dont je fais partie. S'il vous plaît. Il est important, lorsqu'il développe, il Il y a développe... des questions sur lesquelles vous devez être d'accord, comme des questions d'intérêt national. Effectivement. Vous opposez à tout. Effectivement. Si vous constatez la logique de mon parti politique, d'ailleurs, nous étions le premier, par le biais d'Adolphe Mozitou, de demander à Félix Tshisekedi Tshilombo de déclarer la guerre contre le Rwanda par rapport à cette question d'insécurité qui gangrène la partie de la République depuis 2019. Lorsque nous avons constaté Moïse Katumbi et Jean-Pierre Memba s'est désolidarisé. À l'époque, Adolphe Mozitou, il était le président du présidium de la Mouka. Il a dit, sans froid aux yeux, qu'il veut à ce que nous puissions nous désolidariser, en fait, faire la guerre à la partie est de la République. Les autres se sont désolidarisés. Et au-delà de ça, il a encore développé la théorie nous devons construire le mur, où nous avons pris part par le biais de notre secrétaire général à votre émission, où nous avons développé noir sur blanc comment est-ce que nous pouvons implémenter la stratégie de nous séparer avec le Rwanda à la différence, un peu comparable à ce qui se passe actuellement entre l'Égypte et l'Algérie. Vous comprenez? Donc ce sont des questions où la question sécuritaire, ça nous chagrine, nous, en tant que militants ou en tant que cadres du Parti Nouvel Élan, parce que c'est matin, midi, soir que nous réfléchissons comment est-ce que nous pouvons chercher des solutions plausibles pour que cette question ne puisse pas perdurer. Parce que ceux qui meurent dans la partie Est de la République, je le dis sans pince ni rire, ce sont nos compatriotes. Il y a des membres de nos familles. Il y a le militant de nos partis politiques là-bas. C'est-à-dire nous ne pouvons pas commencer à tirer Félix Tshisekedi Tshilombo simplement parce que nous voulons faire le populisme. Non, mais nous donnons de stratégies idoines, nous critiquons là où nous trouvons que ça ne marche pas, en fait que les choses puissent avancer. Lorsque le confrère parle du discours n'a pas changé, il fait allusion à quel discours qui n'a pas changé. Nous avons demandé à Félix Tshisekedi de se séparer de Kabila pour le prendre par la main. Si Fayoul avait dit ça, Moussitou n'a jamais dit ça. Moussitou, il est resté constant dans sa démarche. Nous pensons que le pouvoir de Félix Tshisekedi Tshilombo est assis sur la fraude électorale de 2018. Alors nous ne pouvons pas partiser avec M. Tshisekedi Tshilombo pour finir son mandat qui est déjà finissant. Nous nous remettons au peuple, en fait, que nous voulons à ce que les élections s'organisent dans le délai. Là, j'entame votre deuxième thématique. Pourquoi est-ce que... Dans les délais pour que nous puissions donner à notre peuple un candidat qui va remplir les ambitions potentielles pour la République. Au sein même de votre plateforme à la Mouka, on vous accuse par votre partenaire, les CID, que vous faites des yeux doux au pouvoir. Si, moi je pense que c'est une rhétorique... Que vous êtes dans une démarche c'est une rhétorique à l'Union sacrée. C'est une rhétorique qui, du reste, reflète le niveau de celui qui tient ces discours. Parce que vous tous, vous connaissez. S'il vous plaît, permettez-moi de développer un peu sur cette question. C'est une question fondamentale qui C'est la question qui vous a dérangé, qui a fait en sorte que vous vous sépariez aujourd'hui de... Écoutez... Vous soyez en discorde avec Martin Fayoulou. Ce que j'aime avec vous, vous enchaînez de questions sans pourtant que je réponde à aucune. Permettez-moi de répondre à une question et puis vous venez avec d'autres questions. Allez-y. Parce que comme ça, vous risquerez de passer un message aux téléspectateurs alors que nous n'avons pas encore répondu à la question. À la question de discorde entre Fayoulou et Moussitou, je dirais que si c'est de la Mouka, Fayoulou, disent que nous ne sommes pas de la Mouka parce que nous faisons des yeux doux à Félix Tshisekedi Tshilombo. Ils doivent savoir que Félix Tshisekedi Tshilombo est finissant. Nous venons d'assister au remaniement. Samaloko Ndede. Si c'était le cas, vous pensez qu'avec la capacité, l'expérience que Moussitou a dans la gestion de cette chose publique qu'on appelle la République démocratique du Congo, nous ne serons pas dans le gouvernement si c'était le cas. Au-delà de ça, le mandat de Félix Tshisekedi Tshilombo étant finissant, comment est-ce que nous pouvons faire le ziédou à celui qui n'a pas un bilan à présenter au peuple congolais et c'est lui qui n'aura pas la chance d'être réélu à moins qu'il laisse Kadima
et le président de la Cour constitutionnelle à la tête de ces deux institutions qui arbitrent le jeu démocratique, là, nous pouvons accepter par fraude électorale, encore une fois de plus, il sera réélu. Mais s'il faille aller d'une manière équitable, égalitaire, démocratique devant le peuple va les sanctionner de la manière la plus sévère. C'est ainsi que moi, je pense que le mieux à faire serait de faire avancer la réflexion à la place de tirer des conclusions actives qui ne profitent pas aux téléspectateurs, encore moins au peuple congolais. À la question de savoir, permettez-moi d'entamer votre question. Oh là là, je constate que nous n'avons pas le temps de parler. Si, je fais l'inquiétude du confrère bien, apparemment. Vous avez suffisamment parlé et puis vous avez même consommé tout votre temps. C'est pas possible. Je crois que je dois donner la parole à maître Eli Benikam. Vous avez pris 6 minutes et demie et donc... Ce sont vos questions. Vous n'avez pas répondu à ma question. Vous avez posé plus de 10 questions que j'ai répondu à aucune. Vous n'avez pas répondu à la question principale que bien j'ai évidemment. Posée parce que j'ai remarqué que j'essayez de vous ramener sur le droit chemin. C'est pourquoi j'ai enchaîné des questions sur la thématique du jour. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est le cas. Maître Eli Beni, y a-t-il des inquiétudes? Est-ce qu'il y a raison de s'inquiéter par rapport à l'issue heureuse du processus électoral? Je m'en vais répondre à ta question, mais je vais quand même ramasser quelques ingrédients que j'ai entendus de l'autre côté de la part de mon co-débatteur. Déjà, il faut savoir que nous avons un organe technique qui organise les élections, c'est la CENI. La CENI rassure que les élections auront bel et bien lieu. Le gouvernement rassure que les élections auront bel et bien lieu parce que il y a déjà de l'argent qui est mis à leur disposition, bien que ce n'est pas encore soldé dans le compte de la CENI. Mais néanmoins, on attire l'attention de notre peuple et de la communauté internationale sur le fait de la guerre à l'Est qui peut perturber des choses. Parce que les gens qui sont à l'Est de la RDC sont des Congolais, comme tous les autres Congolais qui sont à l'Ouest, au centre et au Sud. Donc, du moment où la CENI n'a pas encore dit le contraire, on continue à y croire, parce que j'ai suivi le président de la CENI récemment, je crois sur France 24, voilà, il a précisé qu'il y aura les élections jusqu'à preuve du contraire. Donc, si cet organe technique n'a pas encore dit le contraire, nous on continue à y croire. Permettez-moi, parce que j'ai répondu à votre préoccupation, de ramasser un peu, mon cher Tony. Alors, Tony, ce que je constate, la première chose que je constate, c'est qu'il y a une nette différence entre Mozito et ces communicateurs qui passent dans les différents médias. Lorsqu'il analyse, vous sentez un Congolais, un homme d'État, qui fait des propositions et ces propositions, par moment, trouvent des solutions au sein du gouvernement. Parce que l'action, comme l'article 5 de notre Constitution l'organise l'opposition, les chefs d'État toujours martelé là-dessus. Parce que l'opposition, sa voix compte. Parce que lorsqu'elle critique... Quand même exact. est en train de devenir à l'Union sacrée. Bon, la question... Bon, quand même, il est le bienvenu s'il vient vous sentez qu'il y a cette velléité-là? Non, mais je sens que c'est quelqu'un qui fait de l'opposition républicaine, qui critique, mais fait en même temps les propositions par rapport à ce qu'il constate et ce qu'il trouve être mieux pour le pays. Ce qui n'est pas le cas avec nos amis. Fayoulou, ce n'est pas un homme d'État du tout. Mais je comprends que ceux qui me boivent, là, ce n'est pas notre problème. On les laisse s'entretuer. Alors, mon ami a parlé de la fraude électorale. Heureusement pour moi, en face de moi, j'ai un avocat, un juriste et quelqu'un qui a le sens de l'analyse. Lorsque nous sommes allés au contentieux électoral, on a demandé à Fayoulou, qui a prétendu avoir obtenu 58%, et l'Église catholique, qui les soutenait, avoir obtenu 62%, d'apporter les éléments probants qui attestent qu'il avait gagné les élections. À ton avis, il en avait amené? Il n'y avait aucune preuve qui attestait que Fayoulou avait gagné les élections. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je crois que vous... Les cartons, les papiers, les prédateurs qu'on a vus, oui, à la cour. Moi j'ai l'avantage d'avoir été là comme acteur. J'étais un des avocats dans le collectif de Félix. J'étais là.
Mais Fayoulou n'a apporté aucune preuve. Les cartons qui circulaient, Voilà. c'était quoi? Il y avait quoi dedans? Il y avait autant de cartons. J'ai vu un de mes petits, Bilal, qui était un ancien conseiller juridique à l'UDPS, là, qui a rejoint les camps des autres. Ils avaient des cartons à mener pour que votre thèse soit quand même avalisée devant la cour. Aucune preuve n'a été présentée. Et Félix Tshisekedi avait été confirmé chef de l'État. Lorsque vous parlez de la fraude, force Omounia corrompue. Maître, prenez une minute pour conclure. Permettez. Oui, je vais conclure. Lorsque le confrère qui est devant moi parle de la fraude et que Félix n'aurait pas été élu, mais qu'ils nous disent il n'était pas élu sur base de quel principe? Est-ce que Fayoulou, qui prétextait être président élu sur l'étendue du pays, et on lui a demandé les preuves de son élection, il n'en a pas porté. Mais dis-moi, toi qui es avocat, comment tu continues à soutenir jusqu'à ce jour que Félix a été le fruit de la fraude électorale? Vous comprenez, chers confrères, que vous avez un problème très sérieux. Même vous, les têtes couronnées du droit, vous avez des difficultés de continuer à parler de ça dans les médias et ça nous dégrade, ça nous rétrograde. Donc, cessons avec ces choses-là parce que Félix est le seul président élu dans ce pays. Félix a la légitimité voulue parce que si on fait le sondage aujourd'hui, on met Fayoulou, on met Mozito, on met Katumbi, il va rafler tout le monde. Donc, peuvent peut-être penser que nous sommes venus en train de faire les djalelo. Non, nous analysons en tant qu'intellectuel, en tant que Congolais, et on doit cesser avec ces habitudes parce que ce discours-là est dépassé. Je vous invite la semaine prochaine. Et le fait pour Félix d'arriver à faire mandat à 8 mois ne veut pas dire que ceux qu'il a nommés, comme vous avez tendance à le dire tout à l'heure, Bemba et tout ça, ils ne feront rien. Merci beaucoup, Maître Eli Beni Kamalinga. Je vous invite la semaine prochaine pour un débat de bilan du président Tshisekedi. Voilà, il est énorme. Il est énorme. D'ailleurs, il a dit que le Félix n'a pas de bilan présenté. Mais moi, je lui annonce déjà qu'il se prépare. La gratuité d'enseignement est là. Je suis très ouvert. La gratuité de l'enseignement existe toujours. Oui. Lui-même, il était premier à dire qu'il devait retirer le financement de la gratuité. Quand vous vivez en Papouasie, pour financer l'Est, comme nos amis vivent en Papouasie, je comprends que... Le rendez-vous est pris. Je comprends. On en viendra pour les bilans. Volontiers, cher estimé. Volontiers, cher estimé. Merci, cher confrère. Rapidement, quelques... En quelques secondes, s'il faille conclure, je dirais que le processus électoral ne donne aucun espoir au peuple congolais que nous aurons des élections dans le délai constitutionnel. Parce que nous sentons déjà le germe de glissement porté par le régime en place est déjà posé. Pourquoi? Parce que déjà nous constatons comment est-ce que le processus d'enrôlement a posé problème et la même chaîne qu'il a suivi, M. Corneille Nangaa, M. Denis Kadima, voulais-je dire, il a développé aussi, il y avait un problème de financement, où le gouvernement était incapable de financer à la hauteur que la CENI avait sollicité l'argent. Au-delà de ça, il a évoqué le contrainte de vol de kits électoraux par de groupes rebelles. C'est-à-dire, le fait de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, ensemble avec le communicateur de l'Union dite sacrée, utiliser la question de l'insécurité comme alibi pour que nous puissions retarder les élections dans le délai constitutionnel, présage déjà un glissement que nous, de la résistance, nous refusons catégoriquement parce que nous mettons le peuple congolais à témoin. Nous voulons à ce que le rescrit de la Constitution soit respecté dans toute son extension. L'estimé confrère a joué au dérangeur à la fin. Merci, c'est moi qui vous remercie, cher Tony. C'est un plaisir. Un petit mot en glissant que la Constitution de notre pays n'organise pas la résistance, mais plutôt l'opposition. L'article 64. L'article 64 de la Constitution. Vous êtes un éminent juriste, c'est pas à vous que je vais enseigner le contenu de l'article 64. Non. Merci beaucoup. On n'organise pas la rébellion. On se retrouve donc demain avec d'autres invités pour d'autres questions d'actualité. Portez-vous bien. Grande Tribune, c'est toujours ici sur Congo Buzz. À demain. Nous sommes le pont entre les États-Unis,
le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limites.